départ de la 46e édition du Bol d'Or. Pendant que je vous parle, sur la piste tournent des motos anciennes, des motos de course de compétition, sous l'égide de l'AFAMAC, une association de pilotes anciens. Je vais me diriger maintenant vers Jean Lafont. Jean Lafont, le champion du monde en titre. Jean Lafont, les chances de Kawa pour ce 46e Bol d'Or. Bon, je pense que cette course va être très dure. Kawa a de nombreuses fois démontré la fiabilité de ses moteurs. Et je pense que nous sommes très bien placés du fait de cette chaleur qui règne sur le circuit. Et bien maintenant, je vais quand même vous donner la liste du départ, la liste des essais. Pierre-Étienne Samin à ma gauche qui a fait le meilleur temps sur une Suzuki. Hervé Moineau sur la deuxième Suzuki associé à Richard Hubin et Jean-Patrick Houdin. Coudray Girden sur une Honda privée en troisième position et Faux Fruchibol en quatrième position sur une Honda officielle. Pierre-Étienne, vous avez fait le meilleur temps. C'est bon pour ce Bol d'Or? Oui, bien sûr. On a prouvé par les essais la capacité des Suzuki sur le circuit Paul Ricard. Je pense qu'on peut tenir une moyenne assez élevée vis-à-vis de nos concurrents, étant donné que nous allons analyser les meilleurs temps, sans trop fatiguer. Je pense qu'au bout, on sera pas mal. Je vais maintenant me diriger vers Saron, le petit Saron, le frère de Christian, qui a gagné ici il y a 2 ans. Alors, comment ça s'est passé cette année? Pas très bien, une chance pour ce 46e Bol d'Or? Bah oui, effectivement, pour l'équipe Honda, cette année, ça a été une année noire, mais je pense qu'ils ont régné pendant plusieurs années. Et il se doit naturellement que l'équipe soit en baisse un jour ou l'autre. Mais là, je pense que tous les moyens ont été mis pour le Bol d'Or et que ça devrait marcher. Eh bien, vous le voyez, maintenant départ dans 2 heures, il n'y a plus qu'à attendre. À vous Paris. Sur le circuit de Castellet, où sera dans quelques minutes, dans 5 minutes environ, donné le départ de ce 46e Bol d'Or. Un Bol d'Or qui fête aujourd'hui même son 60e anniversaire, puisque c'est en 1922 qu'avait été donné le premier départ de cette épreuve. Cette année, l'épreuve compte, et c'est très important finalement pour le déroulement de la course, on verra ensuite pourquoi. Cette épreuve compte, c'est la dernière épreuve du championnat du monde d'endurance, et c'est la première fois que le Bol d'Or compte justement pour ce championnat du monde d'endurance. Et pour le commenter, j'ai à côté de moi Jean-Claude Chemarin. Jean-Claude Chemarin qui est un spécialiste, et peut dire, de ce Bol d'Or, puisqu'il l'a déjà gagné en 1976, en 77, en 78 et en 79. Il a également été 3 fois champion d'Europe, et l'an dernier, il était vice-champion du monde. Alors je vous disais que ce Bol d'Or de cette année aura une double importance. D'une part, il y aura bien sûr la course pour la victoire. Tout le monde connaît le renom, tout le monde connaît l'importance du Bol d'Or. C'est certainement une des épreuves les plus réputées. Son ancienneté est là pour plaider en sa faveur. Mais c'est aussi cette course qui va permettre de déterminer qui, à la fin de la saison, sera champion du monde. Après la course de Donington il y a 15 jours, le classement est le suivant. Les premiers en tête sont Chemarin et Cornu sur Kawasaki, devant Van de Waal, et en troisième, Moineau et Hubin. Van de Waal est un client sérieux, mais Moineau et Hubin peuvent eux aussi rejoindre Jean-Claude Chemarin. Alors Jean-Claude Chemarin, comment va se dérouler ce Bol d'Or pour vous, puisque finalement, vous êtes plutôt en position d'attente, et les temps des essais, on va y revenir dans quelques instants, sont là pour le témoigner. Alors comment est-ce que vous voyez la course? Pour nous, nous envisageons de participer donc à ce 46e Bol d'Or, tout en assurant notre place au championnat du monde. Ça veut dire qu'il nous suffira de terminer dans les 8 premiers ce 46e Bol d'Or. Ça veut dire qu'on fera 2 courses dans la course. Nous, on participe au Bol d'Or en pouvant marquer des points pour le championnat du monde. Alors de toute façon, il y a 76 concurrents qui vont prendre le départ. 76, c'est peut-être beaucoup, mais de cela aussi nous reparlerons tout à l'heure. En tous les cas, pour les essais, ce sont Samin, Pernet et Houdin sur Suzuki qui ont réalisé le meilleur temps devant l'autre Suzuki d'usine, celle de Moineau-Hubin, avec encore Houdin comme troisième pilote. Le troisième temps a été réalisé par la Honda SDVM de Coudray et Girden, devant la Honda officielle de Faux, Frucci et Jacques Boll. En 5e position au départ, la première des Kawasaki officielles, celle de Lafont, champion du monde en titre, avec Guilleux et Igowa. En 6e meilleur temps de ses essais, Christian Leliard, Walter Villa et Dave Aldana. Walter Villa, un ancien champion du monde de vitesse qui est un client sérieux. Il était plusieurs fois champion du monde en 250 et en 350. En 7e meilleur temps de ses essais, Bertin, Saron et Jaubert sur la deuxième Honda officielle. Et Jean-Claude Chemarin, Jacques Cornu et Pellandini se sont contentés, eux, de réaliser le 10e temps. De toute façon, pour ce qui concerne le départ, est-ce qu'il est important d'avoir réalisé le meilleur temps et de partir tout à fait devant? Non, étant donné que c'est une course de 24 heures, je pense que la pole position, c'est bien pour les retombées publicitaires, pour la marque surtout. À partir du moment où on ne peut pas être le premier, vous savez, qu'on soit 2e ou qu'on soit 15e, tout le monde part pour 24 heures. Et puis on va le voir d'ailleurs, il faut que les concurrents courent vers les motos et ça sera celui qui courra le plus vite.
c'est celui qui courra le plus vite et qui, de toute façon, n'est pas certain de terminer le premier tour parce qu'il faut encore que la machine veuille bien démarrer. C'est pas toujours évident. Des fois, il y a des petites surprises. Exactement. Il y a des gens qui ont fait de très bons temps aux essais, mais qui n'arrivent pas à mettre en route leur moto et ils perdent beaucoup de temps après, d'ailleurs. Est-ce que 76 machines au départ, ce n'est pas un peu beaucoup, comme on dit? Si, c'est beaucoup, parce que lorsque les premiers concurrents vont rattraper les retardataires, il risque de se créer quelques petits paquets, là, et à partir de ce moment, ça devient dangereux, parce qu'il y a une très grosse différence entre les premiers et les derniers, et ça risque de causer quelques problèmes au niveau d'accrochage entre certaines motos et certains concurrents. Bon, pour l'instant, et vous l'avez certainement constaté, il fait un temps absolument superbe ici sur le circuit du Castellet. En revanche, le vent s'est un peu levé. Le vent, ça risque de vous gêner peut-être, surtout dans la ligne droite qui est ici particulièrement longue, la ligne droite que l'on appelle du Mistral d'ailleurs. Effectivement, la ligne droite est relativement longue et je pense que le vent va nous gêner car étant donné qu'on aura le vent de biais et les motos atteignent plus de 260-280 km/h, à partir de ce moment-là, un petit souffle, on le ressent énormément et ça donne une inclinaison dans la ligne droite. C'est spectaculaire pour les gens mais moins agréable pour les pilotes. Et est-ce que le vent peut vous aider d'un côté, mais d'un autre côté, est-ce que ça ne pose pas un problème pour ce qui est de la machine? Si jamais le vent se mettait à souffler dans l'axe de la ligne droite, il risque de vous pousser et peut-être de fatiguer excessivement les machines. Effectivement, si on a le vent en poupe, comme disent certains, ça peut nous aider, mais les motos prennent trop de régime et là, dans ces cas-là, on risque de casser beaucoup plus facilement. Bon alors, pour résumer, ce bol d'or finalement, au départ en tous les cas, il se résume à un match entre trois équipes officielles, l'équipe Kawasaki dont vous faites partie bien sûr, l'équipe Honda et l'équipe Suzuki. Vos résultats jusqu'à présent pour l'année, est-ce que vous êtes satisfait du parcours que vous avez accompli ou est-ce que ça pouvait être mieux? Pour moi, j'en suis très content parce que le résultat le prouve, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes en tête du championnat du monde, mais il ne faut pas négliger la dernière épreuve qui est le bol d'or, qu'il faudra terminer aussi, et puis on fera tout le notre possible pour le terminer. Je pense qu'on a eu quand même profité d'un certain avantage par rapport à nos concurrents. Tout se passe bien pour l'instant, mais il se trouve aussi qu'en endurance, au même titre qu'en moto-vitesse, il y a eu des problèmes. Vous n'étiez pas présent à Imola d'une part, vous n'étiez pas présent à Barcelone. Alors d'où vient ce malaise en quelque sorte? Oui, parce qu'on considère tous les pilotes des écuries officielles qui avaient au niveau sécurité quelque chose à faire et jusqu'à maintenant cela n'était pas fait et je pense que l'entente qu'il y a eu entre les pilotes d'usine et les écuries a fait que les organisateurs prennent plus en considération le mouvement des pilotes qui est un mouvement juste car ces gens-là souhaitent une amélioration et donc souhaitent à supprimer tous les circuits en ville pour la moto. Jean-Claude, nous sommes maintenant à quelques instants du départ. Qu'est-ce que l'on ressent quand on prend le départ du bol d'or? Oh là, déjà au moins une bonne heure avant le départ, on a l'estomac qui se noue, on a du mal à manger et puis on a une grosse responsabilité. Même pour ceux qui prennent le départ comme pour ceux qui tiennent la moto car c'est un moment difficile. Et le bol d'or, c'est l'épreuve de l'année quand même. Ce départ qui consiste à la manière des anciennes 24 heures du Mans, à traverser la piste en courant pour monter sur la machine, est-ce qu'il pose un problème pour le pilote? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux partir à côté de la bécane, comme on le fait d'ailleurs pour les Grands Prix? Non, je pense qu'il faut qu'on laisse ce départ style Le Mans parce que c'est un côté spectaculaire et puis si on retire trop du côté spectaculaire à la moto, je pense que ça serait dommage. Et c'est un spectacle en tous les cas. Il est impossible de savoir pour l'instant à combien s'élève le public ici autour du circuit, mais en tous les cas, il est particulièrement nombreux. Je peux vous dire aussi que les routes qui menaient au Castellet étaient particulièrement encombrées. Dans quelques instants maintenant le départ, je vous laisse apprécier ce spectacle. Dans 30 secondes. Alors je vous rappelle que les meilleurs temps ont été réalisés par Samin Pernet-Houdin sur Suzy. Et les voilà, c'est parti. C'est parti pour une ronde de 24 heures. Pierre-Étienne Samin vient de partir en tête, suivi de Hervé Moineau. Nous avons donc en tête dans les S de la Verrie Pierre-Étienne Samin qui avait réalisé le meilleur temps aux essais, qui est suivi de Hervé Moineau. Alors je pense qu'il faudra attendre la ligne droite et puis à partir de ce moment-là, on pourra décrire qui arrivera en tête. Bon, de toute façon, Pierre-Étienne Samin et Hervé Moineau, tous les deux en tête. Est-ce que vous pensez qu'une épreuve aussi longue que le bol d'or, et même si on ne tient pas compte des arrêts pour les ravitaillements, vous croyez qu'il est possible sur une course aussi longue de faire toute la course en tête? C'est déjà arrivé à l'occasion de certains bols d'or, mais c'est une chose qui est très difficile étant donné que maintenant il y a de plus en plus de concurrence et tenir 24 heures la tête, c'est beaucoup de travail et c'est très dur. Il est vrai de toute façon aussi que pour ce qui concerne autant le matériel que les pilotes, disputer un bol d'or ne se fait plus maintenant de façon amateur. Il est évident que si on regarde au départ, par exemple, on trouve un certain nombre de pilotes de vitesse, comme Walter Villa, comme Aldana, comme Bernard Pau, comme Fucci, comme Pellandini. Cela témoigne tout de même de l'intérêt. Exactement. Maintenant, les gens souhaitent participer quand même à quelques épreuves d'endurance, étant donné que les constructeurs s'y intéressent énormément. Et un pilote de Grand Prix, un jour, souhaite participer au bol d'or et s'il pouvait le gagner aussi. Parce que les retombées d'un bol d'or
sont à peu près l'équivalent d'un championnat du monde de vitesse. Et de toute façon, je voyais tout à l'heure Marc Fontan qui a été champion du monde en 1980 en compagnie d'Hervé Moineau. Et Marc Fontan, qui n'est pas tellement satisfait de sa saison en Grand Prix 500, disait qu'il n'est pas du tout impossible que l'an prochain, au moins pour le bol d'or, il fasse un retour à l'endurance. Bon, ça se peut fort bien parce que quand même, une fois qu'on a goûté à l'endurance, on a envie d'y revenir à l'occasion des grandes courses comme Le Mans et le Bol d'Or. Et de toute façon, votre palmarès est là pour en témoigner. Nous les apercevons, ils sont très loin dans la courbe de signe, une courbe qui se passe très rapidement là, Jean-Claude. Ah oui, ça se passe très rapidement. Et d'ailleurs, on voit le premier qui est Pierre-Étienne Samin qui entame le virage du village, suivi de très près par Hervé Moineau. Et voilà, Hervé Moineau. Quels sont les problèmes du circuit dans cet endroit précis, justement? Là, c'est le virage de la Tour, on revient devant les stands, là. Et après, en troisième, on trouve une Honda, et quatrième, encore une Honda, cinquième, une Honda. Voyez-vous, la bagarre va être très disputée. Surtout à l'occasion de la première heure, où les gens vont chercher à tout près à être dans les 10 premiers. Et être dans les 10 premiers, pourquoi? Est-ce que c'est important de se dégager du peloton, ou est-ce qu'il est important tout de suite de faire l'écart? C'est important de se dégager du peloton, car comme on peut le voir en ce moment, parce que ce sont des paquets groupés qui passent devant nous, et il est important de s'éloigner le plus vite possible de la masse. Pour éviter l'accrochage et pour éviter d'être gêné. Voilà, c'est ça. Étant donné qu'il y a une très grosse différence de vitesse entre les premiers et les derniers, plus vite on prendra de l'avance, et c'est ce que sont en train de faire les deux premiers, là, plus tôt ils seront à l'aise. Quelles sont les difficultés que présente l'ensemble des circuits? Alors, difficulté, nous avons la ligne droite des tribunes, après suit un enchaînement, un S rapide qui s'appelle les S de la Verrerie, qui se prennent aux alentours de 170 à peu près. C'est là que c'est vers ce virage, vers ce S que se dirigent d'ailleurs les pilotes là maintenant. Exactement, et suivi après les S de la Verrerie, nous avons une chicane lente qui ralentit, et après nous avons tout un enchaînement de virages avant de reprendre la grande ligne droite du Mistral dans laquelle vous fatigue beaucoup de motos tout d'abord, et dans laquelle où il y a une très grosse différence de vitesse entre les premiers et les derniers, il y a à peu près plus de 80 km/h. Et sur le plan physique, sur le plan de la résistance physique des pilotes, quels sont les endroits les plus difficiles? Quels sont les moments les plus durs? Les endroits les plus difficiles, je pense que c'est plutôt les endroits nerveux. Ce sont donc les S de la Verrerie et la courbe de Signe, les endroits qui se passent à des allures très, très relevées. Et à partir de ce moment-là, ça devient difficile parce qu'il faut être sur la bonne trajectoire. Et puis, faut avoir le gros cœur. Et est-ce que de toute façon, on peut considérer, pour les motos en tous les cas, que le circuit du Castellet est un circuit sûr? Circuit sûr, oui, étant donné que le Castellet est un circuit très dégagé, je pense que pour la moto, tous les gens qui font de la moto apprécient énormément le Castellet par ses dégagements. Alors là, de toute façon, nous revoyons Pierre-Étienne Samin en tête, suivi de Hervé Moineau, et qui ont déjà fait un petit trou. Alors Hervé Moineau et Hubin viennent de gagner la dernière épreuve, celle de Donington, et ce sont eux finalement qui risquent d'être vos adversaires les plus dangereux en même temps que Van de Waal. Voilà, c'est ça. Mais pour ça oblige Hervé Moineau à finir premier du Bol d'Or, à gagner le Bol d'Or, et nous à ne pas être dans les 8 premiers. C'est pour ça que nous on va se contenter seulement au bout de ces 24 heures de terminer si possible dans les 8 premiers. Dans tous les cas, pour vous, vous n'avez absolument pas l'intention de disputer le Bol d'Or pour la première place. Vous n'avez pas l'intention de vous bagarrer pour la course en tête. Vous allez seulement contrôler en quelque sorte la course de Moineau et de Hubin en étant forcément dans les 8 premiers. Voilà, c'est ça. Et étant donné que nous, on veut essayer de terminer la course, et je pense que si on termine la course sans problème et sans chute, on doit terminer dans les 8 premiers facilement. Un autre aspect significatif du Bol d'Or, c'est qu'il se déroule sur 24 heures, bien évidemment. Et à partir de 7h30, il vous faudra conduire avec les phares allumés. Et pendant une dizaine d'heures, la course va se dérouler de nuit, ce qui n'est pas sans poser deux problèmes. Celui de la visibilité d'abord, et aussi celui de la fraîcheur, parce qu'on prévoit que la nuit sera très fraîche et sur le plan des moteurs, ça vous gênera. Voilà, alors je pense que déjà dans un premier temps, c'est que rouler la nuit, c'est une chose très difficile en moto, car une moto, ça n'éclaire pas beaucoup, et on est toujours à la merci de la tache d'huile qui risque de nous faire chuter malheureusement, et là la nuit on voit pas ça. Bon, il y a aussi autre chose, c'est que l'état de fraîcheur, quand on entame l'épreuve de nuit, c'est que ça donne un peu plus de souffle à la moto, et on a tendance à la laisser aller, mais il faut quand même la retenir parce que ça prend beaucoup plus de régime étant donné qu'il fait frais, mais si elle prend plus de régime, elle risque de ne pas aller jusqu'au bout non plus. Bon, par ailleurs, sur un plateau, étant donné que le règlement du championnat du monde, qui limitait les machines à 1000 cm3 cette année, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de prototype ici au Bol d'Or. Toutes les machines ne peuvent pas excéder 1000 cm3. Il se trouve aussi que 3 pilotes ont été autorisés pour piloter chaque machine. Est-ce que le fait de passer de 2, en général pour les courses de 8 heures ou de 1000 km à 3,
ça ne pose pas un problème. Vous n'avez pas tous la même conduite. Non, on n'a pas tous la même conduite. C'est vrai que dans ces cas-là, le fait d'amener un troisième pilote dans une écurie, c'est une chose difficile, mais je pense qu'on est suffisamment compétent pour négocier, montrer à la personne qui arrive en tant que troisième pilote comment il faut économiser la moto. Alors là, toujours, bien évidemment, Pierre Samin. Hervé Moineau. Après, on trouve Christian Saron qui est arrivé en troisième position, suivi de Michel Frucci. Et en cinquième position, nous trouvons Gérard Coudray, mais qui est assez loin, suivi de Christian Lelière sur la Helpe. Christian Lelière qui va faire équipe avec Villa et qui va faire équipe avec Dave Aldana. Ouais. Mais d'ailleurs, je viens de me tromper parce que c'était Dave Aldana qui était donc sur la Helpe, suivi de Jean Lafont sur la Kawasaki. Et sur la Helpe qui est équipée d'un moteur Honda, donc on peut dire aussi qu'accessoirement, si la Helpe gagnait, ce serait tout de même incidemment une victoire pour Honda. Oui, et surtout qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce boulder se jouent trois choses. Se joue le boulder, le championnat du monde des pilotes et le championnat du monde des marques. Et à l'heure actuelle, au championnat du monde des marques, Honda et Kawasaki sont ex-aequo. Et ça sera celui qui pourra se permettre d'être devant l'un ou l'autre qui gagnera le championnat du monde des marques. On peut s'apercevoir que c'est déjà le troisième tour qui vient de se dérouler et que tous les concurrents du boulder sont très très effilés et on en trouve, les premiers vont commencer bientôt à rattraper les derniers concurrents. Henri Bodiguet. Alors à partir de ce moment-là vont commencer les problèmes et va se révéler de façon beaucoup plus évidente la différence qu'il y a entre être un pilote professionnel et un pilote dont l'année consiste à piloter des motos et les amateurs. Est-ce que vous pensez que les amateurs sont suffisamment bien triés en quelque sorte? Est-ce qu'il y a suffisamment de discernement quand on retient les équipages qui veulent s'engager? Je pense que n'importe comment c'est difficile de faire une sélection car dans ces cas-là on n'aurait pas un très gros plateau au niveau de concurrents sur le départ. Mais je comprends très facilement que les amateurs, pour eux c'est difficile d'arriver à un niveau étant donné que ça coûte relativement cher, tout ce qui est compétition, mécanique. Et l'impossibilité de participer à toutes les épreuves. Les pilotes d'usine ont la chance de profiter d'un bon matériel et ils ont la chance aussi de participer à toutes les épreuves. Et c'est ce qui fait un peu la différence. Je pense qu'il ne faut pas en vouloir aux amateurs et on en a besoin. Avant de devenir un professionnel, on est tous passés amateurs. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que de toute façon, une course d'endurance comme celle-ci qui va durer 24 heures, et en fait il y a peu de courses qui durent 24 heures, il y a les 24 heures de Barcelone qui comptent pour le championnat du monde, et puis on aurait mauvaise grâce à oublier aussi les 24 heures du Mans qui cette année d'ailleurs ne comptaient pas pour le championnat du monde, puisque le championnat du monde se passe en alternance entre le Bol d'Or et les 24 heures du Mans moto. Est-ce que 24 heures c'est beaucoup? Est-ce qu'on prouve encore quelque chose en courant pendant 24 heures? Oui, parce que disons qu'on a habitué le public à vivre 24 heures, et puis maintenant ils en ont pris l'habitude, c'est vivre les 24 heures du Mans et vivre les 24 heures du boulder. Et je pense que le jour... Eh bien oui Gérard, j'ai à mes côtés Hervé Moineau. Alors je vous dis tout de suite qu'après 1h25 effectivement de course, ce sont les deux Suzuki, celle de Moineau-Hubin et celle de Samin et Pernay. Je vous les donne dans cet ordre, mais finalement les positions varient d'un tour à l'autre, qui sont actuellement en tête de la course, devant une Honda, celle de Faux, Frucci et Jacques Paul. Hervé Moineau vient de laisser le relais là tout à l'heure à son coéquipier Richard Hubin. Et la piste finalement n'est pas très facile, la piste. Non, elle n'est pas facile, surtout qu'avec la chaleur, le revêtement est rendu très glissant. Et les premiers tours de piste ont été très très difficiles, surtout que le rythme a été très très élevé. Et en plus de cela, vous n'êtes pas passé loin d'un petit incident puisque vous étiez derrière. Il y a eu quelques chutes, Gérard, je vous le dis en passant, mais absolument sans gravité. Mais vous étiez derrière celle qui s'est produite dans la courbe de Singh, c'est-à-dire à très grande vitesse, quand Van Royen est tombé. Oui, comment vous l'avez vu? On a vu la moto partir dans la courbe et on a tout juste eu le temps de couper tout et d'aller sur le bord de la piste pour éviter la chute collective, parce que c'est vraiment le gros problème dans ces paquets comme ça. Quand on est à une dizaine de motos dans une courbe, s'il y en a une qui part devant, si on est vraiment très près l'une de l'autre, on a des problèmes parce qu'on n'arrive pas bien à voir ce que font chaque pilote qui est devant nous, quoi. Chaque pilote n'arrive pas bien à les suivre. Maintenant, de toute façon, les motos sont répartis absolument tout autour du circuit. Il en reste quand même que ça ne changera pas tant qu'il y aura autant de monde sur la piste. Vous connaîtrez le même problème. Oui, ça sera toujours aussi dur, surtout avec la chaleur, parce que les pilotes sont tous un petit peu à la limite. Et bien sûr, tout le monde donne le meilleur de soi-même et bien sûr, tout le monde essaye de faire le meilleur classement pour les premières heures et on a beaucoup de mal à dépasser chaque concurrent. Pour l'instant, le rythme en tous les cas de la course et le rythme que vous lui donnez, puisque vous êtes en tête avec Richard Hubin, est très élevé. Est-ce que vous pensez que ce même rythme pourra être soutenu jusqu'à pendant 24 heures à la limite? Non, il est bien évident que les 3 ou 4 premiers relais sont très très rapides.
Mais ensuite, bon, ben, les machines, il faut quand même les ménager et on devra quand même baisser un petit peu de rythme. Et ensuite, il faudra attendre la nuit pour voir un petit peu comment la course va se décanter. Bon, la piste, d'une part, elle est glissante, mais d'autre part, il paraît aussi qu'elle provoque pas mal de vibrations, pas mal de trépidations, qui sont assez difficiles à encaisser, et ce, parce que la piste est bosselée, en quelque sorte. Oui, bah, bien sûr, le circuit du Castellet est un très très beau circuit, mais malheureusement, avec les grands prix de F1 et les essais hivernaux des F1, le circuit devient un petit peu difficile pour les motos. On a du mal à piloter et il faut en tenir compte. On a du mal à maîtriser les motos qui vont de plus en plus vite, les pneumatiques qui sont de mieux en mieux, et malgré tout il faut aller au-delà des performances. Je ne sais trop si on aura l'occasion. Ici, voilà une moto qui vient de s'arrêter. Il semblerait presque que ça soit une Kawasaki, non? Oui, c'est possible. Peut-être une Kawasaki privée qui va rentrer au stand, oui. Oui, il n'est pas évident que nous puissions assister maintenant à un ravitaillement, mais de toute façon, pour l'instant, en tous les cas, les ravitaillements sont plus ou moins de routine. Qu'est-ce que l'on fait sur la machine et combien de temps ça prend? Un ravitaillement simple, sans changement de roue, sans changement de plaquette, prend environ 15 secondes, c'est-à-dire le temps de faire le remplissage, dégazer l'essence, de changer de pilote, et les mécaniciens sont là autour de la moto pour vérifier s'il n'y a pas le moindre problème pour qu'elle puisse repartir dans de bonnes conditions. Mais pour l'instant, pas question en tous les cas de changer ni les pneus, de changer quoi que ce soit sur la machine. Non, disons que Michelin nous demande de changer les pneus tous les 4 heures, et le pneu arrière et le pneu avant, on le changera dans la nuit. Mais je crois qu'avec un pneu en 4 heures, on arrive quand même à faire des bons chronos, il n'y a pas de problème. On a de la sécurité en 4 heures. Contrairement à cette équipe, vous avez décidé de disputer le Bol d'Or seulement à 2, c'est-à-dire l'équipage habituel. Hervé Moineau, c'est vous, Richard Rubin, c'est lui qui est en piste en ce moment. Les relais sont de combien à peu près? Les relais sont d'1 heure, peut-être 1 heure et quelques minutes. En fait, c'est pas les pilotes qui décident la longueur du relais, c'est tout simplement la consommation des motos. On a 24 litres d'essence, et suivant le tracé du circuit, on a le droit à un certain nombre d'heures ou de minutes. Et là, au Castellet, on fait des relais de 1 heure à 1 heure 6 minutes. Alors à partir de quand, à force de vous relayer comme ça, grosso modo, toutes les heures, à partir de quand est-ce que la fatigue va se faire sentir? La fatigue commence à se faire sentir vers les 3-4 heures du matin. Ça, avec la fraîcheur qui nous tombe sur les épaules, et l'état de la piste qui commence à devenir un petit peu dangereux, parce que bon, il commence à y avoir un petit peu d'huile, les pilotes commencent aussi à être fatigués, les trajectoires deviennent un petit peu plus imprécises. Et là, je crois que c'est là qu'il faut vraiment faire très attention à tous les écarts de tous les pilotes, parce que c'est là qu'on ne doit pas faire l'erreur. Et alors, quelles sont les précautions que vous prenez à la fois sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire et sur le plan physique pour rester en bonne forme jusqu'à la fin de la course? Disons que pour aborder une épreuve comme ça, il faut déjà être en très bonne forme physique, on s'y prépare à l'avance. Et ensuite, tout au long de la course, on a un kiné qui nous masse, qui nous conseille au niveau de l'alimentation, au niveau de la boisson. Et disons qu'on essaye quand même de pas trop s'alimenter pour garder la forme. Mais c'est surtout le problème des crampes, le problème des... Vous voyez, j'ai des bandages aux mains et bon, c'est nécessaire de prendre des précautions à ce niveau-là parce qu'on arrive très vite à avoir des ampoules. Et je crois que c'est le gros problème surtout. Bon, pour l'instant, en tous les cas, dans la course, je rappelle le classement. Ce sont les 2 Suzuki d'usine qui sont actuellement en tête. Celle de Sama Pernet devant celle de Hervé Moineau et de Richard Rubin. Et vient en 3e position la machine de Faux, Frucci et Jacques Voll. Est-ce que vous pensez être en mesure de maintenir cette position et de faire ce qu'on pourrait appeler un sans faute, c'est-à-dire de conserver la tête et peut-être même de devenir champion du monde en gagnant ce Bol d'Or en le terminant premier? Disons que ce rythme va être très difficile à tenir. Bon, il s'est trouvé qu'on est parti devant avec les 2 Suzuki, mais parce qu'il n'y a pas eu l'adversité qu'on pensait avoir. Mais je crois qu'on va quand même rester sage parce que le Bol d'Or est quand même une épreuve difficile et longue. Et je crois qu'au niveau des moteurs, il va falloir être très prudent pour la ligne droite. Et je crois qu'on verra déjà au petit matin ce qu'il en sera, voir si on sera toujours là. Ce que j'espère. De toute façon, si la machine en tous les cas ne faiblit pas, vous êtes en mesure de rester devant tous les autres. Je pense, oui. La machine est très homogène, très facile à conduire. Et je pense qu'au niveau du pilotage, elle ne crée aucun problème. Elle n'est pas très rapide dans la ligne droite. C'est pas une des plus rapides. Mais je crois que sa facilité de pilotage compense largement son petit manque de vitesse de pointe. Jean-Claude Chomarin nous disait tout à l'heure que de toute façon leur objectif pour Chomarin et Cornu c'était évidemment le titre et qu'ils n'avaient pas l'intention de se battre pour la victoire. Est-ce que vous croyez pouvoir les obliger, parce que maintenant ils sont plus loin au classement, les obliger à revenir vers l'avant
pour essayer de faire la course avec vous et préserver ce titre? Je crois que pour eux, je serai à leur place, je laisserai quand même pas trop partir les pilotes de tête parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas parce qu'on a un rythme relativement coulé et peu rapide qu'on est à l'abri de tout problème. On peut très bien avoir une petite chute, une fuite d'huile. Et ensuite, il faut cravacher pour revenir. Et je crois que l'idéal, pour eux, ça serait quand même de ne pas trop perdre la tête, de rester dans le bon groupe quand même, de ne pas se laisser trop distancer. C'est ce que je ferais à leur place. Merci Hervé. Gérard, je vous rappelle donc que ce sont les deux Suzuki qui sont actuellement en tête, devant une Honda. On pourrait dire d'ailleurs à propos de Honda que cette équipe a finalement une revanche à prendre sur l'ensemble de la saison qui s'est déroulée finalement en demi-teinte. Honda avait provoqué la surprise l'an dernier, mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de... Disons que les Honda ne paraissent pas être les mieux placés. Cela dit, nous n'en sommes pour l'instant qu'à 1h30 du départ de la course. Le rendez-vous et le résultat final, la victoire dans ce bol d'or et le titre de champion du monde. Je crois que pour en savoir davantage, il faudra attendre l'arrivée. Je crois que c'est le... Bienvenue sur le circuit du Castellet où se déroule, vous le savez actuellement, le 46e bol d'or. Un bol d'or extrêmement important puisque de son résultat dépend le classement du championnat du monde. Actuellement, après 3 heures de course, nous trouvons en tête la Suzuki de Pierre-Étienne Samin et Dominique Pernet. En seconde position, une autre Suzuki usine, pilotée elle par Hervé Moineau et Richard Hubin. Troisième, une Honda, celle de Dominique Saron et Jean-Claude Jobert, les deux pilotes qui ont gagné, vous vous en souvenez peut-être, le bol d'or l'année dernière. À la 4e place, une autre Honda, usine pilotée par Bernard Faux, Michel Frucci et Jacques Boll. En 5e position, une Honda semi-privée, pourrait-on dire, pilotée par Gérard Coudray et Wolfgang Gierden. Enfin, en 6e position, la Kawasaki de Jean Lafont et Hervé Guilleux. Dans ce numéro d'Automoto, nous verrons bien sûr les images du départ. Nous évaluerons les chances des usines, mais tout de suite, parlons Formule 1. Bernard Giroux répond aux questions que l'on se pose après Monza. Quant à José Rosinski, il a rencontré Keke Rosberg, qui devrait être, vous le savez... Ils veulent avoir une chance de remporter le championnat du monde, donc de gagner ici ce 46e bol d'or. Troisième, la Honda de Faux Frucci, qui elle reste en embuscade, bien décidée à profiter d'une défaillance des motos bleues et blanches. En attendant de revenir très précisément sur le point de cette course, hier, vendredi soir, nous sommes allés dans les stands et nous avons rencontré les responsables des principales écuries qui font le point sur les forces en présence. Elle pourrait bien un jour créer la surprise, cette LFE de conception ultra révolutionnaire. André de Cortance, le maître d'œuvre, a travaillé entre autres sur l'aérodynamisme. Dans la ligne droite, cette machine va à 15 km/h plus vite que ses petites camarades. Pourquoi ? C'est parce que la moto est plus petite, mais ça c'est la conception même de la moto qui a un centre de gravité très bas et ensuite je pense qu'on est les seuls à avoir le temps de travailler en soufflerie. Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir gagner ? Il nous manque 15 courses par an, 5 saisons d'expérience. Et quelques centaines de millions. Non, c'est pas une question de budget, c'est corrélatif. Si on a beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de courses. Mais c'est d'une part, la moto, c'est pas mon métier, donc je suis pas tout le temps dessus. Il y a des tas de choses qui manquent, mais par contre, le potentiel y est pour faire une super course, le potentiel y est. Les pilotes, un Français, Christian Leliard, un Américain, De Valdana, et un Italien, Walter Villa. Walter, la moto est très très aérodynamique, mais vous êtes un peu moins aérodynamique, ça va aller pas vite dans la ligne droite avec vous. Si, il se cache bien. L'aérodynamisme, c'est le passé. Quel âge vous avez, Walter? 39 anni. Combien de titres de champion du monde? 4. Honda, cette année, n'a pas fait d'étincelle en championnat du monde d'endurance et il aura fallu attendre la fin de saison et le bol d'or pour voir apparaître le nouveau cadre à mono-amortisseur central. Et même si les moteurs rendent un peu de puissance aux autres concurrents sur la ligne droite, la chance pourrait bien conduire un des deux équipages, Saron-Jobert ou Faux Frucci-Boll, sur la plus haute marche du podium. On se trouve tous avec un binôme pilote-machine très très serré. Et je pense qu'une fois de plus, on assistera à une vraie course de 24 heures, évidemment particulière parce que c'est le bol d'or. Il faut tenir longtemps, ne pas avoir d'incident, aussi stupide qu'il soit, parce que malheureusement, un incident important ou stupide peut avoir les mêmes graves conséquences.
Moteur japonais, cadre français, les Japoto pourraient compléter un éventuel succès Honda. Chez Suzuki, jamais les machines n'ont été aussi au point. Samin en a profité pour prendre la pole position. Bien sûr, ils ne sont pas en tête du championnat, mais dans le cas où la Kawa de Chemarin serait conduite à l'abandon, le titre suprême serait alors à leur portée. Nos motos vont bien, nous avons une très bonne partie physique, nous avons un moteur qui a l'air d'admettre bien la ligne droite, avec des chevaux où il faut et quand il faut. Alors beaucoup d'espoir pour remporter ce vol d'or. Pour ce vol d'or, les Suzuki semblent donc les mieux armés, mais difficile de faire un véritable pronostic. Chez Kawasaki, on ne cache pas ses ambitions. Faire gagner Lafont Guilleux et assurer le titre à Chemarin Cornu. Une simple place de 8e et le titre leur serait acquis. Les machines viennent du Japon bien sûr, mais Serge Rosset à Annemasse les développe énormément. Le cadre a même été remplacé par un tout fait maison. Quelle est la particularité de cette moto ? Disons, elle est surtout très réglable dans tous les azimuts. Elle est composée d'une cellule qui, elle, est immuable, et puis d'un certain nombre d'éléments. Un élément avant, une cellule arrière qui se greffe dessus, et puis tout est réglable en suspension. Justement, comment on peut intervenir au niveau des réglages pour adapter la moto au circuit ? Donc chaque circuit a ses particularités de revêtement, ou alors c'est un circuit qui sollicite plus l'appui en courbe ou le freinage. Si on situait le problème entre le début de la saison et maintenant, notre moto s'est rabaissée de l'avant pour se relever un peu de l'arrière. On a diminué les courses d'amortisseurs et tout ça, et ça donne un compromis qui est plus efficace maintenant. Sur le plan mécanique, vous en êtes où de la puissance ? On voisine 145 chevaux en 1000 cm3 pour une course de 24 heures. À 18h, presque 15, toujours pas de changement au classement. La 3, la 4 et la 7, c'est le tiercé gagnant. 2 Suzuki, une Honda. Ici, la chaleur est tombée. Pour aujourd'hui, le plus dur sous le soleil est fait, mais il reste la nuit. Et la nuit, vous le savez, peut amener bien des modifications au classement. Mais revoyons le départ. Un moment toujours très spectaculaire. Ils étaient plus de 80 pilotes à briguer une place qu'ils seront demain à 15h. 15h cet après-midi, un homme plus rapide que Pierre-Étienne Samin, qui avait réalisé la pole position, notre cosmonaute français Jean-Loup Chrétien, qui donne le départ de ce 46e bol d'or. D'entrée, les 2 Suzuki de Samin-Pernet et Moineau-Hubin prennent la tête. Les pilotes Suzuki cette année ont, semble-t-il, bien décidé de mener cette course. Comme à l'habitude, il faut bien se garder de donner un pronostic au vu des toutes premières heures de la compétition. Sur 24 heures, la panne la plus stupide, si elle arrive à l'autre bout du circuit, peut éliminer de la course à la victoire le meilleur des favoris. Très vite, les pilotes vont s'étirer sur une bonne partie du circuit. Entre les meilleurs et les derniers qualifiés, il faut bien compter plus de 20 secondes de différence sur un seul tour de circuit. Ce qui oblige les meilleurs à un incessant slalom entre les pilotes. Pour les Suzuki, et plus particulièrement pour l'équipage Moineau-Hubin, il importe absolument de gagner pour remporter le championnat du monde. Mais il faut aussi que Jean-Claude Chemarin et sa Kawasaki jettent l'éponge. 2 conditions qui font que d'un côté, les Suzuki vont au maximum, et de l'autre, que la Kawa de Chemarin mène un train beaucoup moins risqué. Dès la fin du premier passage, ce sont donc les 2 Suzuki qui, les premières, passent devant nous avec plus de 5 secondes d'avance sur leurs poursuivants. Jamais bol n'était parti à un rythme aussi rapide. Les Suzuki tiendront-elles? Difficile de le dire, d'autant plus qu'ici au Castellet, il fait très chaud et les moteurs risquent donc de souffrir. Voilà, la course semble donc logique. Suzuki en tête, c'est impératif pour eux. Honda derrière, c'est normal, ils ont tout à gagner pour finir une saison moyenne sur un coup d'éclat. Kawasaki en serre-file, qui fait au mieux de ses possibilités pour avoir plus de chances de se retrouver à l'arrivée. Jean-Claude Chemarin, je tiens à m'excuser, on vient de vous réveiller. Un titre de champion du monde en vue, ça ne vous empêche pas de dormir ? Au contraire, je pense qu'il est nécessaire de dormir un peu avant que la nuit arrive parce qu'il est préférable de prendre un peu de sommeil avant quand même. Alors où en êtes-vous exactement? Là, on est 7e pour l'instant et puis on va essayer de passer la nuit tranquillement parce que notre but, c'est d'emmener la moto jusqu'à demain matin quand même.
Vous pensez que les Suzuki et les Honda vont tenir à ce rythme sur le plan mécanique? Si elles tiennent, tant mieux pour elles, mais pour nous, pour l'instant, c'est pas du tout notre problème. Nous, il faut qu'on reste dans les 8 premiers, et je pense qu'en étant 7e, 6e, ça nous suffira largement. Alors, Jean-Claude Chemarin, l'ancien combattant le plus médaillé, 3 titres de champion d'Europe, 4 victoires au bol d'or, et puis peut-être demain à 15h, un titre de champion du monde. Oui, mais ça, on n'est pas à 15h, et puis je pense que c'est une chose dont on pourra reparler demain, et j'en serais très content de pouvoir parler dans ce sens-là, mais pour l'instant, c'est pas fait. Oui, bien sûr, on comprend. Vous prenez toujours du plaisir à conduire une moto en course? Oui, je prends toujours du plaisir, mais quand il fait très chaud, c'est quand même assez difficile, et dans ces cas-là, on aurait beaucoup plus de plaisir à être au bord de la mer, je crois. Parlez-nous un petit peu de cette saison. Il s'est passé des tas de choses au niveau de la sécurité. Il y a eu des grèves des pilotes. On n'a pas toujours très bien compris tout ça. Non, des grèves, disons qu'on n'avait pas fait grève. On a souhaité avoir un maximum de sécurité sur certains circuits. On ne l'a pas obtenu. Et puis, on a préféré toutes les écuries officielles et les pilotes officiels de ne pas participer. C'est pas faire une grève, c'est faire un petit boycott parce qu'on considère qu'on n'avait pas tout ce qu'il nous fallait. Mais c'était tout de même assez extraordinaire parce que pour la première fois, on a vu des pilotes et les usines alliées. Pourtant, ils n'ont pas tous toujours la même motivation. C'est sûr, mais quand cela est nécessaire, je pense qu'il est très bon d'être alliés ensemble. Et là, c'était le cas, c'était nécessaire qu'on soit tous ensemble, la main dans la main, pour considérer que le circuit ne nous convenait pas. Sur le plan sécurité, revenons à la sécurité, c'est très dangereux ces courses d'endurance. Bon, vous savez, je pense que c'est comme tout sport mécanique et un certain danger. Disons qu'ici, le danger, c'est qu'il y a une différence énorme entre les premiers et les derniers. Et le danger aussi, ça sera cette nuit, éviter le petit problème, la petite tache d'huile, le petit incident qui risquerait de mettre une moto par terre. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous avez été journaliste, vous êtes donc pilote professionnel. Et puis alors là, j'ai entendu dire, vous préparez une semi-reconversion dans la restauration, dans l'hôtellerie. Oui, je pense qu'il est important de se reconvertir un peu et puis il faut le préparer avant de terminer sa saison. Et donc, pour l'année prochaine, je vais ouvrir un hôtel-restaurant près du circuit au Mans. Bon, revenons un petit peu à cette course. À quoi attribuez-vous la suprématie de ces Suzuki? Depuis le début de l'année et de l'année dernière, ce sont des motos très complètes, très performantes. Disons que pour moi, c'est pas une surprise car tout au long de l'année, ils ont mené la vie dure. Et puis là, c'est tout à fait normal qu'elles soient devant parce qu'elles sont très complètes et puis elles ont une bonne tenue de route. Et ici, c'est important car le revêtement, suite aux courses de voitures, est très défoncé. Et pour nous, on est très handicapés alors que la Suzuki l'est un peu moins. C'est devenu très technique la mise au point des motos. C'est devenu très technique et puis il peut arriver des fois où on se loupe sur la mise au point. Et dans ces cas-là, si on se loupe sur la mise au point, on perd tout de suite 2 ou 3 secondes au tour et ça fait beaucoup. Vous vous sentez bien chez Kawasaki? Pour l'instant, je me sens bien. Je pense que si je termine ma saison, je serai au mieux. Bien, Automoto est aujourd'hui un tout petit peu plus court, mais amis sportifs, ne quittez pas l'antenne. Dans quelques instants, Jean-Michel Lelio va vous faire revivre de Divonne-les-Bains l'étape d'aujourd'hui du Tour de l'Avenir. Bonne fin d'après-midi. Bonsoir. Je vous remercie. Édition 80 machines ont pris le départ tout à l'heure à 15h. Elles tourneront pendant 24 heures sans relâche. Et dès le départ, les positions en tête se sont affirmées en même temps que les ambitions. Les deux. Des surprises. Effectivement, non, il semble qu'il n'y aura pas de surprise. Ça va être une bagarre entre les 3 grands, Honda, Kawasaki et Suzuki. Après 4h30 de course sur le circuit du Castellet, c'est l'équipage Samin, Pernet et Houdin sur une Suzuki qui est repassé en tête devant l'équipe Saron, Jobert et Bertin sur Honda, alors qu'à la 3e place, on trouve l'autre Suzuki de l'équipe Moineau et Hubin. Donc il semble que le duel annoncé une première fois entre Honda et Kawasaki, avec Suzuki en position d'outsider, tourne en un duel Honda-Suzuki. Enfin, à l'heure actuelle, rien n'est joué, bien sûr. La minute de vérité demain à 15h, mais faute de vous présenter le départ de ce bol d'or, un départ qui finalement ne constitue qu'une mince péripétie dans une épreuve qui dure 24 heures. Vous avez choisi, je crois, Jacques Bertolotti, de nous montrer cette course par le petit bout de la lorgnette
de nous montrer son côté kermesse qui attire 60-80 000 spectateurs, quelquefois 100 000 suivant les années. Ils sont arrivés par milliers des quatre coins de l'Europe pour suivre ce 46e bol d'or motocycliste. Le circuit du Castellet a retrouvé un air de kermesse durant ces 3 jours. Il faut bien avouer que le bol d'or demeure l'épreuve reine des courses d'endurance et conserve, malgré le poids des ans, un aspect mythique pour les fanatiques des 2 roues. Des fanatiques de tous âges et de toutes conditions d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce bol d'or? Le bol d'or, c'est la course. Puis plein de rencontres. Je retrouve des gens de loin que je vois plus pendant toute une année. D'après vous, qui va gagner? Je sais Pas de favori, pas de pronostic? pas. Non, pas. Le bol d'or, plus grande course d'endurance au monde sur le plan sportif, mais également un événement commercial très important. D'un côté, l'activité incessante des sponsors, ces firmes publicitaires qui financent les équipes pour la course. De l'autre, une kermesse, une fête foraine qui sent bon la merguez, le jambon beurre et le demi. Tout est prévu au niveau de l'intendance et le commerce prend même souvent des aspects intéressants pour certains spectateurs. Bon alors monsieur, je vois qu'il y a marqué à vendre. Vous venez là exprès au bol d'or pour vendre votre moto? Non, on vient ici surtout pour se retrouver entre copains, puis pour l'ambiance surtout on vient. Vous avez espoir tout de même de la vendre cette moto? Pas trop quand même. Pas ici en tout cas. Tout est en place dans l'enceinte du circuit. Les milliers de motards ont dressé leur village de toile. La nuit va être longue, rythmée sans doute par le bruit infernal des machines. Il ne fait aucun doute que la plupart des spectateurs se tournera vers les nombreuses activités que proposent les organisateurs. Parcours de motocross, karting, cinéma, manège, concert de rock, le choix ne manque pas. Même si certains vieux purs de la moto sont un peu dépassés maintenant par le côté folklorique d'une telle manifestation, ce 46e bol d'or. Christian Varisvik en direct du Castellet où se déroule le traditionnel bol d'or. Vous m'entendez, Christian? Oui, Jean-Pierre, et je tiens tout de suite à vous rassurer. C'est très bien parti pour Jean-Claude Chemarin. Il lui suffit en effet d'être 8e pour pouvoir remporter le titre de champion du monde. Et actuellement, il est à la 6e place. Bol d'or. La Kawasaki de Lafond Igoa mène en la tête, alors que 2e, la Honda de Fruichi Foebol est en train d'effectuer une fantastique remontée depuis les premières heures de la matinée. Difficile de dire si la Honda aura le temps matériel avant l'arrivée de rattraper la Kawasaki. Derrière, 3e, c'est une autre Kawa, celle de Jean-Claude Chemarin, Jacques Cornu, qui réalise la meilleure affaire de la journée. Sauf imprévu de dernière minute, cet équipage sera champion du monde dès ce soir. Il manquait à Jean-Claude Chemarin, plusieurs fois champion d'endurance moto pour Kawasaki, que la couronne de champion du monde. Si André Théron ne peut pas encore vous donner le tiercé, moi je peux vous donner le tiercé du bol d'or. C'est le 1, le 2 et le 10, mais nous allons y revenir. Actuellement, la piste est complètement vide, mais il y a 30 minutes, les motards l'avaient envahi. Ne vous inquiétez pas, nous vous représenterons ces images et nous entendrons Jean-Claude Chemarin, qui est champion du monde, et Jean Lafond, qui a gagné la course. Mais tout de suite, revenons en arrière, le film de ce 46e bol d'or en images et en musique.
un véritable Grand Prix. Si les deux Suzuki de Samin-Pernay et de Moineau-Hubin mènent le bal, les Honda Usine sont en embuscade à quelques secondes. Moineau et Hubin sur la numéro 4 n'ont pas le choix. Pour conserver une petite chance au championnat du monde, ils doivent impérativement gagner. Sur la Honda de Saron-Jobert, c'est le début des ennuis. La Suzuki de Moineau s'est aussi longtemps arrêtée. Sur une machine semi-privée, Coudray et Girden, un instant second, vont aussi connaître des problèmes. Partis sagement, les Kawa pointent leur nez. On vient de sortir 2 fusils de chance par ici, messieurs là, 2 fois gagnés par ici encore. On vient de gagner 2 fois par ici encore, attention. Premier et troisième, les Kawasaki de Lafont-Guilleux, Chemarin et Cornu. Chemarin et Cornu visent le titre mondial. Chez Kawa, on ose espérer. Second, la Honda de Faux, Bol et Frucci. Michel Frucci, comment s'est passée la nuit pour les Honda? Pour la nôtre, c'est assez bien passé. On a eu juste 2 petits problèmes une fois avec le réservoir, la mise à l'air du réservoir, ce qui nous a fait perdre à peu près 6 minutes. Et un autre petit problème, c'est la bulle, disons, qui se salissait. Il y avait une petite fuite d'huile de la fourche. Et Bol, en voulant la nettoyer, l'a cassée, donc il s'est arrêté. On a perdu un peu de temps. Pierre-Étienne Samin, qui a abandonné à 5 h du matin, moteur cassé, rêve d'une Suzuki à moteur Kawa. Je veux dire, tu mets un Kawa là, les autres, ils voient pas le coup. C'est 2,05. Mais à 13h15, coup de théâtre. La Honda, alors seconde, s'arrête sur le circuit. Bernard Faux raconte. Ça faisait 3 tours que la moto opérait la ligne droite, perdait de la puissance, et puis elle faisait frein moteur un peu trop à mon goût. Et puis là, juste en passant dans les stands, en montant une vitesse, c'est parti comme sur 3 cylindres, puis il y a eu un cliquetis moteur. Je suis rentré au ralenti, au bout de la ligne droite, ça a coincé, donc je pense que c'est une classe assez grave, et de toute façon, c'est l'abandon pour nous. 14h58, nous sommes à 2 minutes de l'arrivée et les moteurs qui ont été parfaitement disciplinés jusqu'à présent envahissent la piste. Les 2 Kawasaki de tête viennent de passer et il va falloir attendre un bon moment pour voir réapparaître au bout de la petite ligne droite des stands les machines de tête. Je vous donne tout de suite le classement. Premier, Lafont-Guilleux Igoa qui pilote une Kawasaki. Deuxième, une autre Kawasaki, celle de Jean-Claude Chemarin, Jacques Cornu et Sergio Pellandini. Jacques Cornu et Jean-Claude Chemarin sont champions du monde, c'est maintenant une chose certaine. Et Kawasaki est champion des constructeurs. Troisième, qui sauve l'honneur pour Honda, une machine privée préparée par monsieur Villaseca qui vend des motos à Paris. La Japoto de Grosse, Bol et De Pognet. Quatrième, la première Suzuki, pilotée par Moineau et Hubin. Cette machine a connu de gros ennuis hier, mais elle est bien remontée pendant la nuit. Elle a longtemps été en tête, surtout en début de course. Cinquième, une Honda privée de Vandeval et Van Lenden. Il n'y a pas eu beaucoup d'abandons, seulement 30. Avec la chaleur, on s'attendait à une casse beaucoup plus grande. Ils étaient
Je vous rappelle, 76 au départ, seuls 30 manquent à l'arrivée. Succès complet pour Kawa, succès complet pour Jean-Claude Chemarin, qui va peut-être raccrocher à la fin de la saison et qui partira ainsi avec un titre de champion du monde. Je vous propose maintenant d'essayer de rejoindre Jean-François Dunac, qui à côté de lui doit avoir les vainqueurs et de la course et du championnat du monde. Jean-Claude Chemarin, enfin champion du monde après avoir été 3 fois champion d'Europe. 4 fois champion d'Europe. 4 fois, oui. Oui, maintenant c'est un championnat du monde, donc l'appellation a changé, mais ça fait très plaisir parce que ça a au moins démontré que on est toujours là et puis on a été régulier tout au long de la saison. Et même pour la dernière épreuve où il nous suffisait seulement d'être dans les 8 premiers, on finit quand même sur le podium. Il y en a un qui doit avoir ça de haut, c'est Christian Léon. Ouais, Christian. Je pense que tous les résultats que je fais à l'heure actuelle, je ne peux pas ignorer que j'en ai eu beaucoup avec Christian Léon et je crois que ce que j'ai eu avec Christian Léon, je l'aurais plus jamais. Jean-Claude Chemarin, un pilote très très sympathique et une grande amitié entre Christian Léon et Jean-Claude Chemarin. Jean-Claude Chemarin, je vous le disais, à 30 ans, songe à raccrocher, il a mené une carrière exemplaire, il a aussi été journaliste. Et maintenant, il va faire de la restauration. Il serait injuste, bien sûr, de ne pas entendre ceux qui ont gagné, celui qui a gagné, Jean Lafont. Dans quelques instants, nous allons entendre son interview. Jean Lafont, vous perdez un championnat du monde et vous gagnez un bol d'or, qu'est-ce que vous préférez? Kawasaki gagne un championnat du monde et ça c'est le pied. Si les positions restent comme ça encore 5 minutes, nous finissons deuxième du championnat. Donc encore un doublé Kawasaki cette année. En plus un bol d'or. Un pilote de vitesse comme Hervé Guilleux et un pilote spécialisé endurance et spécialisé vitesse comme vous, c'est le tandem idéal? Ouais. D'autant plus que je tiens à dire que Patrick Igoa nous a donné un coup de main hors pair pour gagner ce bol d'or et qu'il a été merveilleux, je tiens à le souligner. Voilà, 2 équipages Kawasaki sympathiques, Lafont. Quelles images resteront à jamais gravées dans les mémoires des 80 000 motards présents au 46e bol d'or? Bien sûr, les images du départ et celles des premiers tours où la meute des bolides dévore la piste. N'oublierons pas non plus les premières heures de course, la folle poursuite des Honda derrière les Suzuki. Toute la nuit dans le village, c'est la fête. Et puis, quand tout semble réglé, à quelques heures de l'arrivée, c'est la casse de la Honda qui pouvait encore gagner. De spectateurs, les motards deviennent acteurs en envahissant la piste à l'arrivée. Leur but, approcher les vainqueurs, toucher les champions du monde. Jean-Claude Chemarin, 4 titres de champion d'Europe, 4 victoires au bol, 1 titre de champion du monde. Vous êtes vraiment le plus médaillé des pilotes d'endurance. Je vous en remercie, ça me fait très plaisir. Mais je pense que ce titre de champion du monde, je dois surtout aussi à Jacques Cornu avec qui j'ai fait équipe. Et puis beaucoup de victoires, j'en dois aussi à Jacques Cornu et à Christian Huguet quand même. Avant le départ de la course, vous m'aviez dit on terminera à 8e, vous terminez second, alors ça a été une course vraiment sans aucun problème, une promenade de santé. Disons que nous, on est parti dans cette course pour marquer quelques points. Il s'avère qu'on termine 2e, on n'en demandait pas tant, mais on est très heureux quand même. Voilà, et pour que le bonheur soit complet, il faudrait que Chemarin gagne le titre l'année prochaine sur une moto française.